C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de la rétro de l'actualité sur Gabon 24. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez, durant une cinquantaine de minutes, j'aurai du plaisir à recevoir plusieurs journalistes de notre rédaction et des experts pour décrypter, analyser et donner une lecture made in Gabon de l'actualité en Afrique, dans le monde et même au Gabon. Pour le menu, nous irons d'abord en France, à quelques jours de la présidentielle. La pression monte du côté des postulants à l'Élysée, une bataille qui devient rude pour certains. 12 candidats pour un fauteuil, nous verrons avec notre expert. Du plan d'accélération de la transformation au soutien budgétaire des partenaires au développement, le Gabon se donne les moyens pour relancer son économie à tout prix. Nous restons au Gabon où la problématique de la surpopulation carcérale inquiète au plus haut niveau. Quelle piste de solution pour couper le mal à la racine? Peut-on vivre sans eau ou sans forêt? Deux éléments indispensables à la vie de l'être humain qui était récemment à l'honneur. Revirement dans les dossiers de candidature de l'élection du président de la FEGAFOOT, ils ne sont désormais que 6 à être dans les starting blocks. Madame, Messieurs, voilà pour le menu. Restez avec nous car la rétro de l'actualité commence maintenant. Emmanuel Macron est officiellement candidat à l'élection présidentielle en France. Le président sortant a donc attendu le dernier moment pour officialiser sa candidature à un second mandat. Je vous propose de suivre cet élément de Rodney Ovono et on se retrouve juste derrière. À une trentaine de jours du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron s'est déclaré candidat pour inventer, selon lui, une réponse française et européenne singulière. Le numéro 1 français qui a défendu son bilan quinquennal a affirmé vouloir donner la priorité à l'école et aux enseignants, mais également préserver et même améliorer le modèle social français. Pour Macron, il faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production. Le désormais candidat président évoque notamment son souhait d'investir pour permettre à chacun pour vivre le grand âge à domicile, pour rendre les maisons de retraite plus humaines et pour mieux inclure les personnes en situation de handicap et enfin améliorer la prévention en matière de santé. Macron indique d'ailleurs que la France doit devenir une grande nation écologique afin d'être la première à sortir de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon. Emmanuel Macron s'engage également à continuer d'investir dans l'innovation et la recherche, citant le secteur des énergies renouvelables, du nucléaire, des batteries, de l'agriculture, du numérique ou encore du spatial. Cette annonce intervient alors que le mandat de Macron a été marqué par la crise des Gilets jaunes, la pandémie de coronavirus et la crise ukrainienne. Jean-Delors Biogué, politologue et recteur de l'Institut Théopolis du Gabon, est avec moi sur ce plateau pour décrypter l'actualité politique. Bienvenue, Jean-Delors, sur ce plateau. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Alors, certes, l'élément revient sur le dépôt de candidature d'Emmanuel Macron et déjà les grandes lignes de son projet de société. Mais on le sait, ils sont 12 finalement à se bousculer aux portes de l'Élysée. Selon les sondages, le duo de tête se dessine. Macron, Le Pen, avec un Mélenchon qui essaye de tenir tête et qui n'est pas très loin des deux premiers. Quelle est votre lecture des résultats de ces sondages ? Très bien, nous sommes particulièrement depuis quelques années dans une espèce de nouveau système politique qu'on appelle la sondocratie et qui malheureusement n'est pas toujours très bien perçu dans les démocraties parce que ce système de laisser les sondages fixer le cadre pousse très souvent à la démobilisation parce que les citoyens ont l'impression que les dés sont déjà joués. Or, ce ne sont que des sondages voilà, qui peuvent très bien changer. Exactement, parce que la situation dans des contextes comme ceux-là peut changer du jour au lendemain. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'atypismes dans cette élection. On a un président sortant qui est en guerre et visiblement qui n'a pas le temps de renoncer à la posture de président pour pouvoir mener une campagne présidentielle digne de ce nom. Ah oui. Et ça, c'est le premier atypisme. Le deuxième atypisme, c'est la crise des partis politiques de l'opposition traditionnelle. Nous voyons la candidate Valérie Pécresse en difficulté, oui, tout comme Anne Hidalgo du Parti socialiste. Donc il y a véritablement comme un sentiment chez des nouvelles générations de vouloir tourner la page avec les systèmes traditionnels pour se tourner vers autre chose, des partis politiques plus ouverts et plus englobants, moins clivés. Donc c'est un peu les premières leçons que l'on tire de cette élection et bien entendu la répétition du jeu traditionnel, c'est-à-dire on a toujours l'extrême droite qui est toujours
perçus comme étant potentiellement en deuxième tour. Donc là également, ça pose la question de savoir quel est véritablement disons, l'état actuel de l'opinion française vis-à-vis des extrêmes. Puisque celui qui vient ensuite, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est du bout extrême gauche. Donc on a des extrêmes qui talonnent celui qui est favori au sondage, donc Emmanuel Macron. C'est donc à suivre de très près. Oui. On risque d'avoir en deuxième tour l'un des deux extrêmes et ensuite qui va faire le lit à Emmanuel Macron qui va certainement remporter cette élection avec l'un des plus gros suffrages que la Ve République ait connu. Et vous l'avez dit, il y a la guerre en Russie qui est un gros sujet, qui est même le sujet actuel qui cristallise les tensions, mais il y a eu également, sinon il y a la Covid-19 qui est toujours là, il y a la question de l'Europe, la question des migrations. Qu'est-ce qui fait la différence dans les différents projets de société portés par ces candidats ? Alors, vous avez la grande différence, c'est le désir de la construction européenne. Oui. Et Emmanuel Macron, à ce niveau, a une vision qui suit un peu les traces de Jacques Delors et de bien d'autres constructeurs de l'Europe. Ce qui n'est pas toujours le cas de Marine Le Pen, qui est plus penchée vers une préférence nationale, oui. Une forte expression. Elle a l'habitude de parler de l'Europe des identités, l'Europe des nationalités. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'avec la crise qu'il y a justement en Ukraine, et on a besoin de constituer de gros ensembles géopolitiques pour pouvoir maintenir l'équilibre. L'émiettement du monde n'est pas de nature à créer aujourd'hui des systèmes stables, puisqu'on va aller toujours vers la course à l'expression des puissances qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la lecture des relations internationales soit compliquée. Et je pense que Emmanuel Macron, l'une des raisons pour lesquelles il va certainement obtenir le suffrage, parce qu'il est très porté vers l'Europe, oui. Et l'opinion publique de l'Europe occidentale se rend bien compte qu'il faut être unis en bloc pour faire face aux nouvelles menaces, enfin, disons, aux menaces qui refont surface, c'est-à-dire le bloc de l'Est qui se reconstitue, oui. Exactement, et avec tout l'ensemble des ex-pays communistes qui font bloc. Donc, le changement de clivage au niveau international est progressivement en train de faire le lit d'Emmanuel Macron au niveau de la France, parce que les gens n'ont pas envie de vivre une situation où on doit choisir entre les régimes autoritaires qui sont essentiellement des anciens pays communistes comme la Chine, la Russie et la Corée du Nord, et ensuite devoir lutter contre ça en état singulier. C'est oui. Impossible. Donc, oui. Il faut aller en bloc, il faut renforcer l'OTAN, et donc ce sont ces éléments de discours de Macron qui font la différence. Est-ce que tous ces attributs, finalement, Emmanuel Macron, président de la France, président de l'Europe, mais également chef de guerre, font en sorte que l'on perçoive que cette campagne soit peut-être pour Emmanuel Macron comme une sorte de balade de campagne ? Ben, en fait, c'est exactement ça, parce que c'est comme si tout lui était acquis. Il a réussi à se forger une posture de l'homme de la situation, parce qu'il a eu cette capacité énorme d'intervenir sur plusieurs fronts à la fois, oui. Et de plutôt bien se débrouiller. Parce que si aujourd'hui Poutine a encore une oreille en Occident, c'est bien Emmanuel Macron, même si on peut remettre en cause le traitement qu'il inflige et les suites qu'il donne à leurs discussions, mais quand même, l'Europe a des nouvelles de Poutine à travers Emmanuel Macron qui a réussi à maintenir toujours le lien de discussion pour voir si le niveau actuel de la guerre, on peut encore négocier et avoir une solution politique, une solution diplomatique. Donc ça lui donne, bien entendu, donc une étoffe qu'il n'avait même pas rêvé et qui aujourd'hui fait pratiquement en sorte que l'on puisse croire presque à 80% qu'Emmanuel Macron va être élu au soir du peut-être du 24 avril, au deuxième tour. 24 avril, certainement, oui. Parce qu'il est quand même difficile au regard du poids des candidats qu'il puisse être élu au premier tour. Il y a 12 candidats, oui. Et avec 3 qui sont de taille, les 2 extrêmes qu'on a cités, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui vont faire des scores qui vont certainement dépasser 10%. Ce qui est sûr, c'est que dans quelques jours, et précisément au soir du 10 avril, après le premier tour, nous serons déjà plus ou moins situés sur l'issue de cette présidentielle passionnante en France. Et puisqu'on parle de la France, 2 médias français, RFI et France 24, ont été interdits de diffusion au Mali. Le bras de fer se durcit, donc on le voit entre Bamako et Paris. Est-ce que c'est au gré de la liberté de la presse ?
Alors, c'est un débat qui dépasse le cadre uniquement de la liberté de la presse. Le divorce est progressif entre la France et l'Afrique de manière globale. Et le Mali joue un peu ce symbole de divorce, mais de manière un peu brutale et anticipée. Oui. Puisque les liens diplomatiques avec le Mali connaissent une froideur depuis la demande du retrait des troupes françaises qui sont basées au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Avec Barkhane et même Takuba. Exactement. Donc on se rend compte que les liens se fragilisent. Et les acteurs des deux pays se regardent en chien de faïence. Ouais. Ce qui veut dire que moindre geste qui puisse être considéré comme étant une provocation prend de l'ampleur dans la considération. Et donc ici, nous avons malheureusement cette situation que nous sommes en train de vivre et dont l'interdiction de France 24 et de RFI des missions au Mali symbolise simplement une manière d'assister à une forme de... On est en train de redimensionner ou bien redessiner les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et ça risque, plus particulièrement la France-Afrique, ça risque de se répandre. On risque de vivre de plus en plus des mouvements comme ça où les pays s'émancipent des liens historiques avec la France. Avec les Occidentaux, voilà, oui, parce que simplement, les puissances coloniales n'ont pas su réviser la copie au bon moment. Il y a eu une prolongation d'une espèce d'infantilisation et qui n'a pas prévu la maturité des acteurs politiques. D'une part, c'est le cas de Paul Kagame du Rwanda, parce que les relations qu'il a avec les puissances occidentales sont des relations d'égal à égal. Par contre, on va avoir avec le Mali et un tout petit peu la Centrafrique une réaction un peu réactionnaire qui peut être due à la situation de chaque pays où chaque dirigeant a besoin de voir les résultats et lorsque ça traîne, il se tourne vers d'autres partenaires qui sont moins exigeants vis-à-vis de lui. En tout cas, c'est une saga à rebondissement, ce qui se passe du côté du Mali. On aura l'occasion d'en reparler certainement sur d'autres plateaux de la rétro de l'actualité. Pendant ce temps, au Gabon, on a assisté, Jean Delors Biogé, à un 54e anniversaire du parti au pouvoir, le PDG, qui est désormais ou déjà en ordre de bataille pour les prochaines élections à venir, donc présidentielles législatives de 2023. Ali Bongo Ondimba a dit, je cite, « Chers camarades, 2023 approche à grands pas, je serai là avec vous, je serai là avec vous pour vous. La seule issue sera la victoire, une victoire franche, nette, indiscutable pour que le travail commencé soit achevé. » Fin de citation, une phrase qui a résonné chez plusieurs observateurs comme une déclaration de campagne du chef de file de la majorité au pouvoir. Quelle est votre lecture? Alors, c'est une phrase que l'on peut interpréter de différentes manières. Parce qu'on peut être là pour accompagner, pas forcément pour jouer un rôle de premier plan. On peut aussi être là pour jouer un rôle de premier plan. Donc je pense que c'est de manière prématurée de considérer que le président de la République actuelle est forcément candidat à déclarer sa candidature puisqu'il y a des formes pour pouvoir le faire. Oui. Mais ce qu'il faut noter, c'est la continuité dans sa posture politique parce qu'on a noté chez lui un certain volontarisme qui semble même dépasser ses difficultés de santé, le désir d'être fidèle à une certaine idéologie et de contre vents et marées, de soutenir sa position. En même temps, ça peut aussi être des mobilisateurs dans le sens où on a une opinion qui est divisée, et vous le voyez au niveau des plans de la société civile et de l'opposition, etc. Oui. Donc, est-ce que déclaration prématurée de candidature de la part d'un chef de l'État dont l'opinion publique nationale estime qu'il devrait peut-être se reposer pour s'occuper de sa santé, ça peut aussi jeter un trouble dans le cadre justement de cette démobilisation dont on parle. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que le président, enfin politicien, n'a pas déclaré de candidature. Il a garanti sa présence. Donc, qui peut être multiforme, qui peut être un accompagnement, comme je le disais, qui peut être un soutien multiforme et peut-être aussi soutenir la personne que le PDG pourrait en dehors de lui, puisqu'on est dans un système de démocratie à l'intérieur des partis politiques qu'on appelle des démocraties internes, qui a sa méthode à elle de désigner son candidat. Et je pense que le PDG n'a pas encore organisé... Avec des primaires organisées, exactement. Dans chaque et le formation. PDG n'a pas encore fait son congrès d'adoubement. Donc, nous pouvons prendre cette déclaration du président
avec beaucoup de pincettes. En Donc, tout ne cas, pas considérer que c'est 50%, c'est 100% acquis. En tout cas, le porte-parole de la présidence a vite fait de rectifier le tir en précisant qu'il n'a jamais été question qu'Ali Bongo se déclare candidat à la présidentielle. Il avait tweeté 48 heures après l'organisation donc, de ces 54 ans du Parti démocratique gabonais. Merci beaucoup à vous, Jean-Delors Biogué. Merci pour votre expertise. Merci de nous avoir fait bénéficier de votre analyse. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est très important de pouvoir participer à ce genre d'émission pour apporter sa contribution à l'édifice. Et on espère vous retrouver très vite sur d'autres plateaux de Gabon 24. Occasion pour nous de parler d'économie pour la suite, soutien budgétaire, accélération de la transformation et journée des consommateurs au Gabon. On en parle avec Notre-Dame Économie Maison. 73 milliards de francs CFA, c'est la coquette somme octroyée par l'Agence française de développement au Gabon pour ou dans le cadre du renforcement des politiques économiques du pays. Regardez cet élément de Modeste Com qui va nous rejoindre juste derrière. Il s'agit d'un plan de versement triennal. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir signé l'accord cadre, c'est une facilité multitranche pour 112,5 millions d'euros, 73 milliards francs CFA. La première tranche, c'est la tranche de près de 30 milliards francs CFA, donc 45 millions d'euros. Il y aura l'octroi de 2 autres tranches en 2023 et 2024. Une importante somme qui imposera un suivi. Nous suivrons le pas du FMI, puisque, comme vous le savez, il y aura des revues semestrielles qui sont réalisées par FMI. L'AFD évaluera aux côtés du FMI, en tous les cas, aura accès à l'ensemble des notations du FMI quant au bon avancement de ces réformes et la bonne mise en œuvre de ces réformes par l'État gabonais. Un engagement de l'Agence française de développement qui témoigne de la viabilité de l'économie gabonaise, mais aussi et surtout des excellents rapports entre le Gabon et la République française. Entre la France et le Gabon se porte bien. Notre souhait, évidemment, c'est que ces relations s'amplifient pour le plus grand bénéfice du peuple français et du peuple gabonais. Et j'espère que très rapidement, les populations gabonaises sentiront les effets de ce prêt. Le PAT est un ambitieux plan triennal, annoncé par le président Ali Bongo Ondimba en janvier 2021, afin de relancer l'économie et rétablir les grands équilibres macroéconomiques pour un montant total de 3 000 milliards de francs CFA. Il compte un peu plus de 150 projets. Bienvenue à vous, Modeste, comme toujours aussi prête pour parler de chiffres. Toujours, Marielle. Et puisque vous êtes là, 73 milliards, c'est énorme. Est-ce qu'on sait déjà au moins quels sont les secteurs prioritaires, j'y arrive, devant bénéficier de ce prêt de l'AFD? Soyons même très précis. Marielle, on parle de 73,795 milliards de francs CFA. Et oui, c'est énorme. Et puis, ce sont des projets qui vont aider les Gabonais à améliorer leurs conditions de vie. On parle de l'eau, de l'énergie, des transports, de l'agriculture, du social. C'est un peu tout ça. Mais ce qu'il y a important à retenir ici, c'est véritablement l'apport des bailleurs de fonds et l'aide qu'ils apportent au gouvernement gabonais. Pourquoi? Parce que le gouvernement gabonais, au Gabon, on a une économie viable, nous sommes des clients fiables. On parle souvent de dette, mais parfois on emprunte de l'argent quand on a la possibilité d'en rembourser. Donc voilà, on a la BAD qui est auprès du gouvernement gabonais et aujourd'hui on parle de l'AFD qui aussi marque le pas. Mais attention, l'agence a insisté, elle aura un droit de regard sur ce qui se fera parce qu'il va falloir que les Gabonais, à leur niveau, ressentent également l'impact de tout cet argent qui est mis en place pour soutenir ce plan de relance de l'économie. Donc, l'enjeu, il est capital, Marie. Vous avez bien fait de parler de dette. Une des choses qu'on reproche, Modeste, à certains partenaires au développement, c'est ce système de prêt. Et cela avait bien été traduit lors du sommet Afrique-France devant le président Emmanuel Macron. Plusieurs jeunes Africains avaient émis la proposition de repenser le système, les aides au développement, peut-être les mettre entre griffes. Ce n'est pas un don, on le sait, c'est un prêt. Est-ce que ça ne va pas davantage asphyxier l'État gabonais qui s'était déjà retrouvé il y a un an sous le seuil prévu par la CEMAC, sous le seuil d'endettement? Asphyxier, peut-être, peut-être pas. La vérité, Marielle, c'est que le problème n'est pas d'emprunter de l'argent. Le problème est d'amener
à bout les projets pour lesquels on va récupérer cet argent-là. Imaginons qu'on emprunte 5 000 milliards de dollars pour faire une route, disons Libreville-Kango, parce qu'on a besoin de ramener du manioc sur Libreville pour vendre. Et puis au bout de 2 ans, on se rend compte que le projet il n'aboutit pas. Tout tombe à l'eau. Et il faut rembourser. On prend cet argent d'où puisqu'on n'a pas mené à bout notre projet. Donc, et puis, il y a quelque chose d'essentiel, et ça, plusieurs ministres de l'économie l'ont toujours martelé. Quand on emprunte de l'argent, c'est qu'on a la possibilité de le rembourser. Le Gabon est un très bon client. Si, Marielle, vous avez la possibilité de me rembourser 1 000 francs CFA, je ne vois pas pourquoi j'aurais du mal à vous les prêter. Mais non, le problème, c'est véritablement les projets qu'on met en place. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que nos gouvernements essaient de mettre dans de meilleures conditions les populations? Est-ce que les bailleurs de fonds sont rassurés quant à tout cet argent qu'ils débloquent, cet argent qui n'est pas gratuit, qu'ils débloquent pour venir en aide aux États africains? Là aussi, c'est un grand souci. Donc, les jeunes Africains ont raison de dire qu'à un moment donné, il va arrêter, il va falloir qu'on arrête d'avoir la main tendue. Mais attention, nos gouvernements aussi pourraient penser à mener à bien les projets pour lesquels ils vont débloquer ces grosses sommes d'argent. 73 milliards, vous l'avez signifié, serviront certainement à financer quelques projets de ce plan d'accélération de la transformation très ambitieux du gouvernement gabonais, dont l'exécution est estimée dans sa globalité à 3 000 milliards de francs CFA. Je ne vais pas vous demander où le gouvernement gabonais va aller trouver cet argent, mais surtout avec des partenaires fiables, ça c'est sûr. Mais alors, où en est-on exactement dans l'exécution de ce plan d'accélération qui doit s'achever en 2023? Dans l'exécution, le gouvernement, disons que le ministre, le chef du gouvernement a pensé qu'il faut avoir une démarche pédagogique. Donc, on a mis en place les matinées du PAT. Donc, il y a eu 3 éditions. Ce qui se passe, c'est qu'on a des ministres, différents secteurs, qui viennent discuter avec des médias, une trentaine de médias pour les 3 éditions qu'il y a eu, et différents domaines comme ça, on va expliquer, on fait le point sur ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire, ce qu'on ne peut pas faire maintenant et ce qu'il y aura à faire plus long terme. Dans un moyen terme, long voilà. terme, ouais. Donc, c'est un peu ça le plan avec les matinées PAT. Et puis, on voit qu'on a avancé. On a eu le bilan avec le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Alain-Claude Billy-Bizet, qui est revenu sur tout ce qui a été fait en termes d'infrastructures en eau. On a eu le point avec le ministre des Travaux publics également et celui du logement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusque-là. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais on avance petit à petit. Mais ce qui est important également, Marielle, c'est de véritablement asseoir cette méthode pédagogique pour expliquer aux populations que la crise, elle est réelle. Tout ne se fera pas d'un claquement de doigts. Il faut chercher des fonds, il faut avoir des partenaires et surtout, il faut avoir la bonne démarche pour mener à bien de tels projets. Peut-être rapidement, à côté de tout ceci, le coût de la vie ne baisse pas à Libreville et partout au Gabon, ce qui affaiblit le panier de la ménagère modeste. Comme quelle piste de solution à l'heure actuelle pour soulager les populations? La piste de solution à l'heure actuelle, Marielle, sous d'autres cieux, on a par exemple mis en place la taxe inflation où on aide les populations, les fonctionnaires à payer par exemple leur carburant. On ne va pas dire qu'on peut le faire ici au Gabon, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Peut-être que l'annonce se fera d'ici là, mais on va dire que le gouvernement essaie de mettre en place des mécanismes pour contenir au maximum l'inflation. Ça, c'est sûr. Et vous parlez justement de ce coût de la vie qui est cher parce qu'on a célébré récemment la Journée internationale des droits des consommateurs qui, même si elle n'est pas revenue sur la vie chère, a quand même souligné le fait de la protection des consommateurs dans le cadre de la finance numérique équitable. Ça, c'était la thématique mondiale. La thématique nationale, quant à elle, était portée sur la finance numérique. Au Gabon, opportunités et défis. La vérité, Marielle, c'est qu'aujourd'hui, vous et moi, peut-être, utilisons de moins en moins de l'argent, disons la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire ce qui se trouve dans notre porte-monnaie traditionnelle.
on a plus de monnaie numérique. Donc, avec notre smartphone, on arrive à faire des achats dans des magasins de vêtements, à la pharmacie, dans des espaces marchés alimentaires. Et puis, on se rend compte que ça nous aide. C'est important. Pourquoi? Parce que les chiffres sont importants. On parle de 3,6 milliards d'utilisateurs de monnaie numérique d'ici à 2024. D'accord. C'est pour dire que les consommateurs, ils augmentent. Seul bémol, Marielle, quand même, il faut la sécurité. Oui, et la parce que j'allais dire, il faut encadrer tout ceci. C'est quand même, on parle d'argent. Il faut encadrer tout ceci. C'est de l'argent qui n'est pas visuel, tout est virtuel. Tout le monde peut pirater le compte de tout le monde. Tenez, petite anecdote, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Récemment, on a ceux qui se font passer pour des grands cadres de maisons de téléphonie mobile, par exemple. On parle de monnaie mobile banking. Alors, ils se font passer pour des cadres et puis ils vous disent ils ont besoin de réactualiser vos données personnelles. Tout se passe au téléphone. Ils vous demandent votre nom, le numéro de votre compte bancaire. Si vous avez la malchance, et là vraiment la malchance de céder, en un clic, vraiment en un clic, on pirate votre compte et vous perdez tout. Et c'est là l'enjeu de cette journée, la thématique de cette journée-là, qui insiste sur la nécessité de protéger les consommateurs, mais aussi de jeter un coup d'œil sur ce que représente aujourd'hui le numérique, la fintech. C'est l'avenir de demain. Protéger les données personnelles des consommateurs, on l'aura compris. Merci beaucoup à vous, Modeste Ocom, et c'est avec vous que nous refermons cette première partie de la rétro de l'actualité. On se retrouve juste derrière cette transition pour la deuxième partie. Société, environnement et sport, ce sont les rubriques qui constituent la trame de cette deuxième partie de la rétro de l'actualité. Merci d'être toujours avec nous. On commence par l'ouverture des travaux de la commission de mise en œuvre de la politique publique de gestion de détention et des peines. Travaux qui entendent à terme présenter au gouvernement des moyens pratiques et techniques devant conduire à l'actualisation du droit positif. Suivons ce reportage de Rona Charline Mouekondé que l'on retrouve juste derrière. Les actions stratégiques 26 et 27 inscrits au plan stratégique Gabon émergent refont surface sur le plan juridique avec l'action coordonnée du ministère gabonais de la Justice à travers la mission de cette commission de mise en œuvre de la politique nationale de gestion de détention et des peines. 2020, certaines réalisations sont en cours, telles que la construction d'une annexe au palais de justice de Libreville, la reprise des travaux du palais de justice d'Untum, la budgétisation de la réhabilitation du palais de justice de Port-Gentil, les travaux de réfection de la prison centrale de Libreville et la réforme d'un certain nombre de textes. Aussi, les présents travaux qui s'ouvrent ce jour pour une durée de 2 mois maximum entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des détentions et des peines que le ministère dont j'ai la charge vient de concevoir et qui a été remis le 12 janvier de cette année à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour la mise en œuvre de cette action coordonnée, la présente commission a 2 mois durant la lourde charge de plancher sur les moyens pratiques et techniques devant conduire à l'amélioration du système judiciaire. Il a été fait sur le terrain, diagnostiquer l'origine de ces problèmes. Et en cela, les acteurs même de la gestion de la détention, que sont les agents de la sécurité pénitentiaire, le personnel de la justice, ont été interrogés sur les différents problèmes et eux-mêmes ont participé, n'est-ce pas, aux propositions de solutions. Face au vaste chantier du département justice au Gabon, la future réforme du système de gestion de détention et des peines allant de pair avec la mise en œuvre d'un programme immobilier ambitieux visant à lutter contre la surpopulation carcérale est bel et bien en marche. Et elle s'intéresse à ces questions de très près. Elle est déjà avec moi sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Rona Charline Mouekondé, j'espère que vous vous portez bien. Comme un charme, Marie-Miogo. Mais alors, dites-moi, Rona, parlez-nous un peu de ces travaux. Quels sont les objectifs visés par le ministère de la Justice ? L'objectif principal, en fait, c'est de pouvoir moderniser tout le système judiciaire du Gabon avec ses peines et ses tractations, en fait. Donc, l'heure aujourd'hui est de se concentrer sur le système judiciaire, mais également sur l'administration pénitentiaire, en gros.
Et on le sait, Rona, les prisons du Gabon sont saturées. Je ne vous apprends rien, celle de Libreville explose. Comment on règle la question de la surpopulation carcérale si on ne construit pas d'autres établissements pénitentiaires? Est-ce que cela est pris en compte dans ces travaux? C'est tout le sens même de ce programme qui est mis en place par la Commission, justement. Peut-être pas parler aujourd'hui de la construction des prisons, quoi qu'il y a des travaux qui sont en cours un peu partout dans le pays. C'est surtout revenir en amont, régler la question des détentions, oui, pour éviter justement le trop-plein de population dans les prisons gabonaises. Donc l'idée, c'est de pouvoir revoir le système de détention, d'accord, à travers les procédures qui sont parfois très lourdes, oui, n'est-ce pas? Et donc régulariser toutes ces situations judiciaires pour les personnes qui sont en prison, mais qui n'ont pas encore, dont les cas ne sont pas encore traités par la justice. Donc c'est tout ce travail-là qui est mis en place. Comment on y arrive? On a des cas où certains épuisent même leur peine en n'étant pas encore passés devant les tribunaux, n'étant pas encore passés à la barre. Pour une peine de 6 ans, par exemple, vous avez un détenu qui fait 7 ans en prison et il n'a jamais été jugé. Comment on règle cette question? Comment ils vont arriver à finalement contenir toutes ces politiques autour des détentions? Les personnes qui composent la commission justement des peines, oui, les personnes qui composent la commission de la politique nationale de gestion des détentions et des peines, justement, ce sont des personnes qui travaillent au quotidien avec ces personnes-là. Donc, ils connaissent la machine judiciaire gabonaise. Et c'est dans ce sens-là qu'elles se sont mises ensemble pour pouvoir travailler sur les différents maux qui minent justement le système judiciaire gabonais. Et c'est dans ce sens qu'ils comptent justement développer plusieurs approches pour pouvoir conduire à l'assainissement, on va dire, du système tout entier, en partant par la base. Est-ce qu'il y a une sorte de programmation des résultats de ces travaux pour qu'ils soient visibles sur le terrain? Est-ce qu'on peut se dire que d'ici à janvier 2023, on va par exemple essayer de décongestionner la prison centrale de Libreville, d'ici à 2025, celle de Franceville? Est-ce qu'on va plus rapidement prendre des cas pour les traiter au niveau des tribunaux pour qu'ils ne entre griffes pourrissent pas en prison? C'est un processus, d'accord? Qui dit processus dit cheminement. Donc la première étape, c'est justement de pouvoir affiner le système judiciaire, oui, à la base. Donc tout ce qui est détention, qui est peine qu'on donne aux personnes qui sont emmenées au palais de justice. Donc c'est vraiment sur cette base-là en fait qu'ils travaillent d'abord. Pour le reste, ça suivra son cours, certainement. Merci beaucoup à vous, Rona, d'être passée sur ce plateau de la rétro de l'actualité, parce que les populations carcérales méritent également qu'on s'arrête sur elles. Merci pour toutes ces précisions. On espère que rapidement, les lignes vont bouger du côté de la prison centrale de Libreville, parce que c'est la capitale gabonaise, mais également des autres centres de détention, mais aussi que les lignes vont bouger pour que les détenus ne soient plus gardés en prison avant d'être jugés. Merci encore, Rona, pour votre analyse et pour la dextérité de vos propos. Quittons le Gabon et envolons-nous pour Dakar. La capitale sénégalaise a été l'hôte du 9e Forum mondial de l'eau, placé sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Les contours de ce forum avec Sabrina Massima. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les parties prenantes qui contribueront ainsi à la réussite du Forum des réponses. Il s'agit du premier événement du genre organisé dans un pays d'Afrique subsaharienne. Il permettra d'accélérer la concrétisation effective de l'agenda mondial de l'eau qui conditionne l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Forum de Dakar devra surtout renforcer les actions dans le monde pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement afin de redonner espoir à des centaines de millions de personnes privées de ce liquide vital, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. L'initiative lancée en 1997 est le plus grand événement concernant les questions de l'eau et se tient tous les 3 ans. Cette année, il est organisé conjointement par le gouvernement sénégalais et le Conseil mondial de l'eau, créé en 1996. Les participants sont issus de toutes les couches sociales, dans tous les domaines, notamment des politiciens, des travailleurs, des institutions multilatérales, des universitaires, des acteurs de la société civile et du secteur privé. Ils mèneront des réflexions sur les solutions à long terme à apporter aux défis mondiaux de l'eau. La pénurie d'eau pèse davantage sur les femmes et les enfants car ils sont très souvent responsables de la collecte. Plus le lieu d'accès à l'eau est souvent éloigné, moins les écoliers accordent de temps à l'école.
Le Forum de Dakar se tient dans l'une des régions du monde les moins avancées en termes d'accès à l'eau. Les participants planchent sur les différents défis ainsi que les réalités auxquelles sont confrontées les populations. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie ? Et Dame Environnement de Gabon 24 vient de nous rejoindre. Elle n'est plus à présenter. Marie-Pascale Mouissi, bienvenue sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Merci Maria-Lou Yogo. Vous n'étiez pas à Dakar, mais ces questions vous passionnent tellement. Que retient-on de cette grand-messe sur l'eau? Surtout que c'était la première fois pour l'Afrique subsaharienne d'organiser cette rencontre de haut niveau. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix du Sénégal n'est pas fortuit. Le Sénégal a un climat désertique et le Sénégal a un fleuve qui est le fleuve Sénégal qu'il partage avec la Guinée et le Mali. Donc l'enjeu majeur de cette rencontre, c'était de permettre aux pays de mieux coopérer, c'est-à-dire de mutualiser leurs efforts pour pouvoir avoir accès à de l'eau. On sait que les questions d'accès à l'eau et d'assainissement se posent avec acuité sur le continent africain. Est-ce qu'au sortir de cette rencontre de Dakar, on a des solutions concrètes pour venir à bout de ces problématiques? Les solutions concrètes, directement non. Mais on espère qu'avec tout ce qu'il y a eu comme recommandation, les États seront amenés à mettre plus de moyens pour que les populations aient accès à de l'eau, surtout sur le continent africain. Le Gabon a pris part aux travaux de Dakar. Que peuvent espérer les populations de Fougamou, par exemple, ou de Lebamba, qui sont confrontées aux problèmes d'assainissement d'eau? Oui, comme tous les pays africains, et malheureusement c'est paradoxal, l'Afrique est riche en ressources hydriques, mais malheureusement l'accès à l'eau pose problème. Au Gabon, depuis quelques années, on est confronté au problème de l'accès à l'eau pour les populations. Oui. Et ce forum appelle les États à, on va dire, renforcer les infrastructures, autant pour moi, pour permettre aux populations, on va dire, soit de l'arrière-pays ou même dans les capitales, de pouvoir avoir accès à de l'eau. Vous avez constaté comme moi et comme un bon nombre de Gabonais que depuis quelques mois, on va dire même aller sur l'année, il y a beaucoup de chantiers sur Libreville, la capitale, où le problème de l'eau pose problème. Il y a le projet Piepal qui a été mis en place par le gouvernement qui vient renforcer en fait tout ce qu'il y a comme infrastructure déjà existante pour permettre aux populations d'avoir accès à de l'eau. Ce projet est à saluer puisque nous le voyons effectivement sur le terrain lorsqu'on parcourt la capitale gabonaise qu'il y a plusieurs chantiers dans ce sens-là. Il n'y a pas eu que l'eau qu'on a célébré récemment, il y a également eu les forêts. Et comme vous êtes Dame Environnement, je vois que vous souriez puisqu'au Gabon, il y a ce qu'on appelle les forêts communautaires mises à la disposition des populations. Comment cela fonctionne, vous qui étiez sur le terrain, vous qui avez rencontré ces populations-là, mais surtout comment elles arrivent à tirer profit de ces forêts communautaires? D'accord, très bien. En fait, si on doit se référer à la thématique de la Journée mondiale des forêts, qui est les forêts, une production et une consommation durable, cela appelle à une gestion durable des forêts. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes penchés sur les forêts communautaires. On parle de forêts au Gabon, on parle de protection, de gestion, d'atténuation des impacts, du changement climatique, mais les forêts communautaires sont gérées par les communautés. Donc on a pu se rapprocher d'une forêt, d'une communauté à quelques kilomètres de Minzik, à Mian. La communauté gère une forêt qui s'étend sur 2000 hectares. C'est petit, mais la communauté essaie de tirer profit de la forêt, mais les soucis auxquels ils sont confrontés, et malheureusement, c'est même ce qu'a révélé une ONG qui travaille avec des communautés depuis bien longtemps au Gabon, elles ont un manque de connaissance de tout ce qui est domaine foresterie, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la gestion de la forêt. Parce que vous comprenez bien, si vous avez un espace attribué par l'État que vous devez gérer, tirer profit de cette forêt, et qu'en retour, vous n'avez pas développé des activités qui pourront vous permettre, une fois votre contrat terminé, qu'est-ce que vous faites? De revenir à la case départ. Donc c'est l'un des problèmes majeurs que rencontrent les forêts, on va dire les communautés au Gabon qui disposent des forêts communautaires. Au-delà de cela aussi, il faut parler du problème de la gestion et même de la forêt. La forêt, c'est la production. La production, on va prendre le cas du Gabon. L'économie du Gabon est basée, on ne va pas dire à majorité, mais on tire beaucoup d'économies de la forêt en matière d'exploitation de bois. Il y a aussi la consommation, c'est-à-dire l'agriculture. On va parler de la consommation d'animaux, on va parler de la cueillette. Et il y a aussi la gestion durable. Qu'est-ce que c'est la gestion durable? Comment on doit pouvoir gérer durablement les forêts? Oui, on écoute beaucoup ce terme-là. On a l'impression que c'est plus pour des personnes savantes ou intellectuelles. Mais qu'est-ce que c'est la gestion durable des forêts? Comment ça se passe au niveau du Gabon? Au niveau du Gabon, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place. Il y a la certification qui demande aux concessions forestières de respecter l'environnement. C'est-à-dire que si on doit faire une coupe de bois dans un espace bien déterminé, il faudrait que le bois ait un certain diamètre. D'accord. Et veiller à ce qu'il n'y ait pas une détérioration de la forêt.
Mais malheureusement, il y a certains concessionnaires qui ne le respectent pas. D'où l'instruction du chef d'État de demander à toutes les concessions forestières au Gabon d'avoir une certification. Au-delà de la certification, il y a plusieurs lois, plusieurs arrêtés. Il y a des ONG qui sont actifs sur le terrain. Mais malheureusement, il y a aussi la population derrière. On va parler de la population villageoise qui tire profit de la forêt. Cette population est le plus souvent lésée. Lorsqu'on parle de gestion durable, ils ne savent pas ce que c'est la gestion durable. Vous allez leur parler de cette gestion durable n'implique pas également tous les faits, j'ai envie de dire, culturels portés par ces populations-là? C'est-à-dire que s'il y a un endroit qui était, par exemple, destiné à faire je veux dire, un rituel particulier pour cette culture-là, pour ces populations-là, il est respecté et il est donc mis à l'écart et on ne va pas couper des arbres à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas aussi ça, la gestion durable des forêts? Si la gestion durable, sous un tout autre plan, tient compte de tous ces paramètres. Parce qu'outre le côté religieux, il y a le côté agriculture, il y a le côté, on va dire, festif, il y a le côté où les communautés ont des territoires, on va dire, qui sont ancestraux. Mais malgré tout ça, elles sont toujours lésées, ces communautés? Oui, on va prendre un cas pratique. Si vous n'avez pas été formé, on va dire, en pisciculture, comment vous pouvez faire de l'élevage de poissons, on va dire, à Minzik? Si vous n'avez aucune connaissance, par exemple. C'est vrai, le ministère des Eaux et Forêts est actif sur le terrain, mais il y a des communautés qui sont encore très reculées, qui n'ont pas accès qui n'ont pas d'accompagnement, en fait. Et même si l'accompagnement est là, les retours qui nous reviennent des communautés, c'est-à-dire que on va dire, les formations qui leur sont présentées ne répondent pas forcément à leurs aptitudes et on va dire aux besoins de leur localité. Et il y a aussi un autre aspect qu'on n'évoque pas en ce moment dans notre pays, le changement climatique. Le changement climatique affecte malheureusement les forêts et notre forêt, elle est concernée. Il y a les maladies des forêts, les maladies des arbres. D'accord. Je vais dire ça comme ça, la carie des arbres. Vous savez que les arbres aussi souffrent de carie. Ah oui, Marie-Pascale. Oui. Donc, ce sont des pathologies qui se développent de plus en plus dans les forêts. Et si on n'investit pas dans la recherche, si on n'investit pas pour connaître comment notre forêt fonctionne, on a la chance d'avoir 80% de couverts forestiers, on a la chance d'avoir le koumé qui pousse à floison, mais si ce koumé est sujet demain à une maladie, une pathologie qu'on ne peut pas résoudre, Marielle Bouyegou, je vous assure qu'on va pleurer notre forêt. Mais alors, Marie-Pascale, pour terminer avec vous, qu'est-ce qu'on retient de ces journées de l'eau, des forêts? En plus de ce qu'on a, on sait, l'eau et la forêt sont des éléments indispensables pour les êtres humains. Je le disais à l'entame de mon propos, puisque l'eau, c'est la vie, comme disait Sabrina Massima dans son récit. Et les forêts, on le sait, séquestrent du carbone et qui nous renvoient, voilà, de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on retient au sortir de ces grandes journées? Qu'est-ce que le Gabon peut capter finalement avec ces deux grandes journées de l'eau et de la forêt? Je peux dire que le Gabon est déjà très avancé en matière de tout ce qu'il y a comme loi, en matière de tout ce qu'il y a comme mécanisme. Mais ce qui, on va dire, freine un peu la machine, c'est l'applicabilité de tout ce qui est pris à l'échelle, on va dire à la grande échelle. Parce que vous pouvez avoir toutes les belles lois du monde, si sur le terrain, elles ne s'appliquent pas, si sur le terrain, il n'y a pas un suivi, ben, on n'excelle pas dans ce qu'on fait. On excelle en matière environnementale. On excelle en matière sur une visibilité à l'échelle internationale. Nous sommes très bien positionnés parce que les efforts sont consentis pour que le Gabon valorise le patrimoine qui est le nôtre, qui est la forêt. Mais ce qu'on doit retenir, je reviens à votre question, sur ces deux thématiques, c'est que nous devons prendre en compte le changement climatique, que nous le veuillons ou pas. Les rivières, que ce soit les rivières, que ce soit les ressources hydriques, que ce soit les forêts, que ce soit les champs. Le changement climatique impacte lourdement l'environnement. Et je remercie les autorités qui font de cela leur cheval de bataille, mais il faudrait aussi qu'il y ait, on va dire, toutes les parties prenantes qui interviennent pour pouvoir prendre des décisions. Et je vais terminer sur le pan du conflit homme-éléphant, parce que les décisions sont prises, mais est-ce qu'elles tiennent compte des réalités de chaque contrée, de chaque région du Gabon? Je vais prendre l'exemple de Mian. À Mian, les communautés m'ont fait comprendre que elles ont tout essayé pour repulser les éléphants, mais c'est difficile. Les éléphants sont toujours derrière leur maison. Et peut-être c'est l'une des conséquences finalement des changements climatiques, puisque leur habitat naturel se voit être déréglé. Les éléphants sont comme obligés de venir dans les villages. Merci beaucoup à vous, Marie-Pascale Mouissi. Merci pour la pertinence de votre analyse. J'espère vous revoir sur un prochain plateau de la rétro de l'actualité. On parlera donc de sport. Pour la boucle, ce 16 mars était la date butoir pour les dépôts de dossiers de candidature pour l'élection du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. 7 candidatures ont été officialisées et une a été rejetée. On voit dans cet élément de Rodney Ovono.
la commission électorale décide du rejet de la candidature de M. Brice Bika Djabou en application de l'article 35.4. C'est la principale information de cette conférence de presse de la commission électorale. Le rejet de la candidature de Brice Bika Djabou pour des motifs d'incompatibilité. Il ressort de l'examen de cette candidature qu'elle contient l'ensemble des pièces exigées et présentées ci-dessus. Cependant, la commission électorale relève que M. Brice Bika Djabou, président de la Ligue nationale de football professionnel et statutairement vice-président du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, est frappé par l'incompatibilité prévue par l'article 35.4 des statuts de la Fédération gabonaise de football qui dispose: un membre du comité exécutif ne peut être simultanément membre d'un organe membre de la Fédération gabonaise de football. L'attestation sur l'honneur, dans laquelle l'intéressé atteste de bonne foi démissionner en cas de victoire, n'a pas été jugée suffisante pour lever la dite incompatibilité. Face à l'évidence de ce qui précède, la commission électorale décide du rejet de la candidature de M. Brice Bika Djabou en application de l'article 35.4. Toutefois, la commission électorale décide de la validation de la liste nonobstant Brice Bika Djabou et affirme qu'elle dispose de 48 heures pour communiquer l'identité de la nouvelle tête de liste. Aussi, la commission électorale a validé les candidatures de Pierre-Alain Mungengi, Jérôme Fonzolo, Diego Ndumbu Likoni, Dieudonné Wayi, Valérie Ondoebe et Désiré Mbamefama. Et pour parler de cette actualité chaude dans le monde du football, au niveau du Gabon, Limbrice Moubala vient de me rejoindre. Limbrice, bienvenue sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Merci de me recevoir. C'est votre première participation, mais je sais qu'elle sera aussi intense que celle de ceux qui vous ont précédé dans le desk sport. Brice Bika Djabou hors jeu donc dans la course pour le poste du président de la FEGAFOOT. Pourquoi a-t-il été déclaré non partant? D'accord, il faut dire qu'on avait notamment regroupé à peu près 8 pour ce départ, pour cette course hippique, on va le dire comme ça, de cette compétition notamment qui va désigner le futur président donc, de la Fédération gabonaise de football. Bon, 8 au départ, notamment avec celui qui est, qu'on va citer en premier, donc Pierre-Alain Mungengi, qui est lui candidat donc, à sa propre succession pour un troisième mandat. Lui qui va défendre donc son dossier et son bilan moral, mais aussi financier. Mais puisque vous me posez la question en ce qui concerne Brice Bika Djabou, mais il faut dire que tout simplement, selon l'article 35, notamment et selon la commission électorale, il ne pouvait être simultanément donc, en tant que troisième vice-président de la Fédération, et en même temps candidat. Donc il fallait qu'il démissionne. Donc il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné, et donc son dossier a été mis de côté. Et en ce qui concerne donc l'autre candidature qui a été donc mise de côté, il s'agissait notamment de Rodrigue Nguemanan. Eh bien lui, simplement, son dossier est arrivé, on va dire, hors course, donc en retard, auprès notamment du secrétariat général, et donc il ne peut pas se présenter. Il ne peut pas briguer la course pour le fauteuil présidentiel à la FEGAFOOT. Alors, 6 candidats sont encore dans la course. Quelles sont les forces de chacun d'entre eux? Bon, on va dire qu'on va placer ça comme ça. J'ai parlé de course hippique tout à l'heure. Bon, on va les placer en tant que tocards, mais il y a la seconde sanche. Mais il y a aussi ceux qui sont donc il y a les favoris. Les favoris, exactement. Donc, on va parler des favoris. Vous avez cité, dans le reportage, on a cité notamment le candidat Pierre-Alain Mungengi, qui reste tout de même le président sortant et qui a encore les armes à la main pour pouvoir notamment briguer ce troisième mandat. Mais on va citer également Dieudonné Ndumbu Likoni, qui lui est également connu de ce milieu-là et qui a les arguments, qui a les armes notamment pour pouvoir faire bouger les lignes. Lui vient avec un projet qui peut être innovateur parce qu'il vient notamment dépoussiérer. Vous savez que la Fédération gabonaise de football, sinon tout le sport gabonais, le sport roi, donc, a été sali par aujourd'hui ce qu'on appelle l'histoire de pédophilie, Capello Gate. Et il y a aussi un problème important, c'est le retour du championnat. À quand donc ce retour? Quand on sait qu'aujourd'hui, les joueurs, sinon les acteurs de ce football-là sont aujourd'hui au ministère des Sports. Ils dorment, ils mangent là-bas, ils campent là-bas, ils font des sit-ins là-bas pour réclamer leur dû. Donc, dû notamment pour ces acteurs, mais aussi pour les autres présidents de clubs, parce qu'on parle aujourd'hui d'un peu plus de 1,8 milliard de francs, quand même, notamment que l'État devra débloquer pour essayer de relancer ce championnat-là. Donc ils sont là-bas et crient de jour comme de nuit à ce que ces parents, alors, pères de famille, de gros défis, Limbrice Moubala, on a donc la reprise de ce championnat énoncé par le ministre des Sports. Vous parlez de cette ardoise qu'il faudra donc épurer, mais il y a cette affaire de Capello Gate, je reviens quand même dessus. Est-ce qu'elle ne va pas constituer finalement l'épine dans le pied de Pierre-Alain Mungengi, lui qui a encore les armes à la main, je vous le concède, et finalement la force peut-être pour les autres candidats? Oui.
C'est peut-être aussi là ce dossier, ce côté un peu qui vient saler, qui fait tache d'huile dans cette gestion-là de Pierre-Alain Mungengui. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les problèmes de financement, les fonds de la FIFA. Il y a aujourd'hui les espaces, les infrastructures, ils vont jouer où? Dans quel temps, dans quelles conditions aussi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir l'état des lieux de ces infrastructures aujourd'hui, Marielle, on crée au scandale quand on sait que ces installations, parmi ces installations, il y en a qui ont été utilisées en 2017 simplement, mais qui aujourd'hui ne sont plus praticables, qui sont dans un état, j'ai envie de dire, déplorable aujourd'hui. Oui. Et finalement, par rapport à cette ardoise, si le ministre décide de relancer le championnat, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte d'assurance qu'il met pour payer la dette qu'il a à l'endroit des joueurs? Oui, exactement. Il y a peut-être cette petite fenêtre qu'on peut ouvrir parce que les gars qui sont tous les jours là-bas, que l'on côtoie, sont véritablement... ils espèrent que ça va se faire parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. La fédération n'a pas les moyens pour dire qu'on va payer cette somme-là. Peut-être... On regarde aujourd'hui du côté du gouvernement via donc le ministère des Sports pour essayer de payer cette ardoise. Mais il y a aussi le championnat féminin. On ne joue plus aussi du côté des femmes. Et si le championnat n'a pas lieu, donc le championnat de sport d'élite n'a pas lieu, il n'aura pas d'équipe nationale. Et il n'y aura pas de clubs qui vont jouer notamment en les compétitions de la CAF. Et s'il n'y a pas d'équipe, l'épée Damoclès, notamment de la CAF, est sur nos têtes parce qu'il y a des clubs, sinon le pays tout entier peut être frappé avec des amendes fortes. D'accord. Et là aussi, c'est important. Parce que si vous n'avez pas une équipe locale forte, j'entends équipe nationale, vous n'aurez pas aussi des joueurs qui peuvent s'expatrier, vous n'allez pas tout le temps compter sur les internationaux. Le Gabon est donc un peu sous pression, on est sous pression. Il faut aujourd'hui faire en sorte que des choses démarrent. Et il faut que, au vu notamment aussi de ce qui se fait, que l'international regarde que les choses ont bel et bien repris du côté du Gabon. Bien évidemment, en ce qui concerne le football, parce qu'il y a aussi d'autres activités et d'autres sports. Alors, il y a eu la validation de ces candidatures, de ces 6 candidatures des postulants à ce fauteuil pour la FEGAFOOT. Qu'est-ce qui va suivre et quel est le programme pour la suite avant l'élection en avril? Bien évidemment, on va parler campagne aujourd'hui. Il faut, j'ai envie de dire, séduire. Opération séduction pour ces candidats, surtout pour ceux qui vont sur ce terrain, qui ne connaissent pas, qui sont évidemment neutres. On parle des néophytes, comme Mondo Valéry. C'est vrai qu'il a joué, d'accord, mais l'élection ne se joue pas forcément sur le projet. Il faut convaincre les électeurs. Les électeurs sont connus. C'est à ce gars-là d'aller vers ces électeurs et pour pouvoir véritablement les convaincre aujourd'hui. Et ça va se faire dans quelques jours, sinon le mois d'avril. Et ce sera du côté donc, de l'Ambaréné, donc dans le Moyen-Ogooué, pour essayer d'avoir le maximum d'électeurs pour être enfin réélu. Essayer de battre aujourd'hui celui qui est l'homme fort. Donc Pierre-Alain Mungengui. Merci beaucoup à vous, Limbrice Boubala. Merci pour le caractère sportif de vos propos parce que vous donnez envie de s'intéresser à ces choses de sport. Merci beaucoup à toutes les équipes qui se sont donc succédées sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Merci à l'expertise de Jean-Delors Biogué. Merci à Modeste Ocom. Merci à Marie-Pascale Mouissi et à Rona Charline Mwekonde et aussi à Limbrice Boubala qui a clos les débats. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite pour une rétro de l'actualité avec des chroniqueurs toujours aussi percutants les uns que les autres. À très vite.